Nous allons évaluer les relations culturelles à travers le prisme de la modernité dans les relations internationales. Pour évaluer les cultures et la modernité, nous allons nous baser sur un ouvrage de Thomas Meyer et de José Luis de Sales Marquez. Thomas Meyer est un politologue, enseignant à l'université de Dortmund en Allemagne, et José Luis de Sales Marquez travaille pour l'Union européenne et est basé à Macao en Chine. Donc leur constat dans le livre est comment éviter une nouvelle guerre froide entre l'Europe et la Chine. Et c'est édité aux éditions Routledge en 2024. Alors, pour évaluer la modernité et les cultures, nous allons partir des années 60, qui est la fin des puissances coloniales. Les principales puissances coloniales sont l'Empire britannique et l'Empire français. Les anciennes colonies accèdent à l'indépendance en Afrique et en Asie. Dès lors, ces colonies sont confrontées au dilemme de savoir comment échapper à la pauvreté et comment rattraper économiquement le niveau de vie des Européens et Nord-Américains. Alors, il faut des réformes pour cette modernisation. Aux nouveaux États indépendants, il est dit de se moderniser et d'accepter les réformes économiques, mais aussi les réformes technologiques, sociales et culturelles, principalement calquées sur le pays phare des années 60, les États-Unis d'Amérique. 80 ans plus tard, les hommes politiques, les économistes et les acteurs de la culture mondiale remettent en question le succès du modèle occidental sur ce que signifie être moderne. Les échecs, les difficultés des pays occidentaux face aux avancées spectaculaires des pays comme la Corée du Sud, la Chine, Singapour et l'Inde, on pourrait citer également l'Arabie Saoudite, le Qatar, conduisent de nombreux observateurs à conclure que le mode de vie occidental et le modèle de modernisation qu'il incarne fait faillite. Alors, quel reproche aux Occidentaux ? Il est reproché aux Occidentaux de ne pas avoir trouvé de gouvernance juste, durable et inclusive. Ils y ajoutent que le monde doit trouver des modèles de développement, de culture, de légitimité politique différents. La culture occidentale est fondamentalement et particulièrement controversée. On a une vision culturelle du monde avec des identités, des usages et qui ont des impacts considérables sur la modernisation dans son ensemble. La nature exacte de leur influence est parfois ambivalente, voire contradictoire. L'exercice de cette vidéo est de montrer des concepts clairs sur les facteurs de modernisation et de culture afin d'analyser et de comprendre ces évolutions qui façonnent le monde aujourd'hui. La modernisation. Qu'est-ce qu'est la modernisation ? Quelles sont les nombreuses versions de la modernité ? Quelles sont les cultures qui la soutiennent ? Ont-elles un noyau commun ? Peut-on identifier les formes de la modernité ? Y a-t-il des conséquences au modernisme et de l'antimodernisme ? Quel est le sort de l'universalisme ? Est-il normé ? Est-ce qu'il y a ses droits et ses règles ? Et quelles sont-elles ? Et que deviennent-elles ? Alors, l'ordre mondial libéral est le modèle normatif de la culture occidentale depuis les années 60. Il vise à intégrer toujours plus de pays, mais il a perdu l'essentiel de son pouvoir de persuasion. On note un déclin de la puissance relative et de sa volonté de puissance. Pour le professeur Amitav Acharya, un professeur de relations internationales, en 2018, il s'exprime « Le monde actuel est multiplexe. L'Europe doit y redéfinir son rôle de puissance de paix et devenir un intermédiaire honnête au milieu de conflits culturellement chargés. Les États-Unis semblent avoir perdu leur puissance. Ils constatent que leurs fondements culturels et juridiques démocratiques sont devenus d'une qualité médiocre. La culture politique de coopération est remplacée par une guerre civile culturelle prononcée entre les milieux socio-culturels dominants, qui sont partagés actuellement entre Trump, Biden et d'autres courants. Pour les professeurs Levitsky et Ziblatt, professeurs tous deux de gouvernance à l'université de Harvard, en 2019, ils s'expriment en disant « Les tensions sont si fortes qu'un gouvernement démocratique ne peut plus être acquis aux États-Unis », à leur avis.
Donc le monde, ce sont des modernités multiples à ce jour. Les cultures comptent dans la politique mondiale, ça devient évident. L'Occident a soutenu qu'une modernisation entraînerait une occidentalisation universelle pour l'industrie, la technologie, les cultures civiques et politiques. Cependant, le sociologue israélien Samuel Eisenstadt, en 1986, reconnaissait déjà que la diversité des civilisations ne permettra pas une convergence complète sur le modèle occidental. En Inde, en Chine particulièrement, les caractéristiques des modes de vie privés et publics traditionnels sont maintenues et intégrées dans un processus de modernisation avec une confiance culturelle intrinsèque à ces sociétés. Alors, le livre très connu et référentiel de Samuel Huntington dans le clash des civilisations paru en 1996, Samuel Huntington prévoyait l'émergence d'une multiplicité mondiale d'identités culturelles inflexibles, séparées par des lignes de faille permanentes, infranchissables, qui résisteraient à la modernisation et à la coopération, bref, un monde qui serait très fragmenté. Aujourd'hui, le paradigme de Huntington se remplace par les modernités multiples de Samuel Eisenstadt. Ce changement de pensée inattendu suggère des points de rencontre optimales entre les divergences culturelles persistantes et un niveau négociable de convergence normative pour la coopération mondiale, ce qui est beaucoup plus optimiste que les thèses de Samuel Huntington. Il va sans dire que les particularités culturelles sont instrumentalisées par les dirigeants, qu'importe le dirigeant, sous différentes formes, dont celle autoritaire et normée, autant que celle d'acteurs politiques démocratiques, aux valeurs universelles, dans une politique mitigée de deux poids, deux mesures, en même temps, mais, et, etc. Alors les valeurs occidentales, elles sont soumises à des controverses et elles sont souvent estimées comme une couverture pour servir ses propres intérêts par les autres États. Notamment, c'est ce que souligne l'historien indien Pankaj Mishra en 2011, suivi par le diplomate singapourien Kishore Mahbubani en 2020. Ils perçoivent tous deux les valeurs occidentales comme une couverture pour les intérêts de l'Occident. Les critiques virulentes de l'Occident s'accompagnent rarement d'offres de dialogue et de coopération, le constate-t-il. Elles véhiculent souvent des connotations d'ignorance, de supériorité civilisationnelle autoproclamée, voire même d'hostilité pure et simple. Ces offensives sont une politique de puissance menée avec l'intention d'affaiblir le concurrent économique et technologique et stratégique. Bref, la modernité sert de couverture pour servir ses propres intérêts, est une notion de puissance. Et la culture également. Les unités culturelles, qu'elles soient grandes comme les civilisations et pays, ou petites comme divers milieux, ne sont jamais des systèmes monolithiques et fermés. Ces unités sont des espaces de discussion ouverts, contradictoires et dynamiques, dans lesquels les traditions sont en permanence négociées entre des groupes concurrents ayant des positions, des intérêts, des points de vue et des ressources économiques, sociales et culturelles différents. L'historien français Fernand Braudel, en 1993, dans son livre « Grammaire des civilisations », estime que les unités culturelles ont des caractéristiques essentielles de longue durée. Les périphériques peuvent évoluer de génération en génération, mais même au lendemain d'une révolution politique, les cultures ne changent jamais sur demande ou sur ordre. Samuel Huntington, dans son écrit « Le choc des civilisations », a une notion naturaliste et statique de la culture. Mais il prend en compte la culture et la voit en cette raison dans une durabilité sociale. Alors la prise en compte de la culture a été masquée par des années de conflit entre le capitalisme et le communisme. Le conflit a masqué les dimensions socio-culturelles des sociétés, des États et de la politique. Aujourd'hui, dans le cadre des modernités, depuis 1991, les modernités multiples enseignent que les cultures modernes développent une stratégie commune de modernité face aux traditionalistes. La modernisation commence à émerger lorsque l'objectivisme culturel traditionnel est progressivement remplacé par des actions légitimes, sociopolitiques, dans un large éventail de valeurs, de cadres culturels, sociaux et institutionnels. Il n'y a pas de
valeurs sociopolitiques dominantes. Elles sont plurielles. Alors il y a un facteur commun de communication, c'est donc l'Internet, c'est les canaux de communication mondialisés de ce jour. Les canaux de communication mondialisés et l'évolution des modes de vie dans la société entraînent inévitablement une mutation des traditions. Il semble évident que la diversité des civilisations impliquera des variations, tant chinoises, islamiques, américaines, chrétiennes, indiennes, françaises ou britanniques, etc. Des variations subjectives, selon la conscience de la question de chacun, réflexives, de réflexion spontanée, au sein de ces différents milieux sociopolitiques apparaîtront selon les membres de la société et retransmises à la génération suivante. Toutes ces différences pourraient être justifiées au regard du principe central de la modernité. Alors une culture politique, des valeurs culturelles, un peuple, une culture politique. Les sociologues Almond et Verba, en 1963, soutiennent que la culture politique dominante ne doit pas trop s'écarter des institutions politiques établies sous peine de crise politique chronique. Il faut donc que le pouvoir ne s'écarte pas trop des valeurs culturelles de la société. De manière générale, les élites parviennent à légitimer leur pouvoir lorsqu'elles trouvent un soutien suffisant de la société au sens large, et dans des versions particulières de leur héritage culturel. Le degré de contentement est l'un des indicateurs d'une relation équilibrée entre la culture de masse d'un pays et ses institutions gouvernementales. Sinon, c'est la peine des crises politiques chroniques. D'où ces changements à court terme qui ne peuvent pas fonctionner. Vouloir modifier des espaces cognitifs de connaissances, expressifs, normatifs, à court terme, est voué à l'échec. Les dimensions sociales et émotionnelles plus profondes confèrent la pérennité des résultats cognitifs, expressifs et normatifs. Une pérennité renforcée est sans cesse reproduite dans les processus de socialisation individuelle, dans l'ensemble du système d'institutions sociales et dans les rituels et pratiques de la vie quotidienne de chacun. Alors Eisenstadt, à nouveau, en 2000, demande l'acceptation du pluralisme au sein de sociétés. Le pluralisme, c'est l'acceptation de la diversité des opinions politiques et de ses valeurs culturelles au sein d'une société et de leur diffusion. Le pluralisme est donc la pluralité des opinions et des valeurs culturelles. Le paradigme des modernités multiples implique l'acceptation et l'institutionnalisation de ce pluralisme au sein des sociétés et de la participation sociopolitique au niveau du débat sur le bien commun de ces sociétés. Le tronc commun de toutes les formes de modernité sont les principes de subjectivisme, conscience personnelle de la question, ou de réflexivité, réflexion spontanée. Alors, les droits de l'homme. Ceux qui s'engagent sur la validité absolue de l'universalité des droits de l'homme, sous la forme de leur origine occidentale, occultent, omettent, effacent souvent le fait qu'il existe des dissensions à ce sujet. Le préambule des droits fondamentaux de l'Assemblée générale des Nations unies, achevé en 1996, souligne que la liberté doit comprendre à la fois ses aspects négatifs et ses aspects positifs, afin d'avoir un effet pratique et réel pour tous les humains, c'est-à-dire selon la valeur d'usage pour tous. L'idéal d'être humain libre, à l'abri de la peur et du besoin, ne peut être atteint que si les conditions sont créées pour que chacun puisse jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses droits civils et politiques, comme l'indique l'Assemblée générale des Nations unies par le pacte de 1996. Alors, pour ce faire, il faut des prises de décision, et pour qu'il y ait des prises de décision, il faut des exigences fondamentales de la politique moderne qui varient selon plusieurs axes. Une situation historique dominante qui permet donc de prendre les décisions, une indispensable stabilité de l'ordre social qui permet à tout et chacun de participer civilement et politiquement à l'ordre de ces décisions, et le respect des divergences des cultures et des traditions, ce qu'on appelle le pluralisme de ces sociétés.
Au niveau européen, le consensus politique et culturel européen, c'est une démocratie moderne, telle qu'elle est définie dans la démocratie occidentale. Ce sont des élections libres, des marchés libres et un droit de propriété. Mais ça soulève des inégalités sociales, des inégalités économiques et éducatives, avec des secteurs défavorisés, éloignés de leurs droits civils et politiques, que l'on nomme ghetto. Le modèle américain, c'est l'acceptation des seuls droits civils et politiques. C'est une démocratie libertaire avec un déni des droits sociaux et économiques. Pour les libéraux Thomas Hobbes et John Locke, les arrangements sociaux de la société moderne sont considérés comme ayant émergé de décisions libres d'individus singuliers et autosuffisants. Mais pour Accaria, cette pensée des constitutions occidentales modernes est une fiction intenable, car elle réussit à justifier la suprématie des droits personnels au-delà du social et du commun. Alors, le pacte de 1996 de l'ONU édicte 5 catégories de droits fondamentaux. Ceux civiques, ceux politiques, ceux culturels, ceux sociaux et ceux économiques. Ils sont d'une valeur égale, se renforcent mutuellement et se limitent. Alors, c'est donc des droits individuels, mais c'est aussi des obligations sociales. Le chancelier allemand Helmut Schmidt, en 1997, décide d'une rencontre avec des anciens dirigeants de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud, président sénégalais, président thaïlandais, etc. Et ils ajoutent des références aux traditions orientales, telles que Gandhi et Confucius, dans ces 5 catégories de droits fondamentaux. Ils ont proposé à l'ONU de modifier la Déclaration des droits de l'homme de 1948 en y ajoutant ces références orientales. Ils déclarent dans le communiqué de presse du 10 décembre 1998 « La communauté internationale tout entière doit œuvrer en étroite coopération et les États et les individus doivent être engagés de manière égale en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. » Alors du côté chinois, le philosophe politique chinois Cao Tingyang de l'Institut chinois de recherche sociale, le CAS, démontre une vision confucéenne du monde où l'individu n'est pas isolé, mais plutôt l'unité sociale multipolaire dans laquelle tous les individus sont nécessairement intégrés dès le départ. Ce postulat de l'unité socio-cosmologique sert de fondement central en Asie de l'Est, en philosophie, politique et éthique. Les droits fondamentaux sont une question de répartition des droits et des obligations entre individus et leur grande collectivité sociale concernée depuis la famille jusqu'à l'État et la communauté mondiale. Voici les droits fondamentaux vus par la Chine. Les droits personnels et les devoirs sociaux sont primordiaux et interdépendants. Cette norme s'applique particulièrement aux politiques et leur légitimité est préservée tant qu'ils y réussissent. Alors, la modernité selon la Chine, dès 1800, a montré son attachement à sa culture en adoptant l'économie de marché occidentale et s'est inspirée de la restauration de l'ère Meiji, son voisin, du Japon. Les éléments occidentaux sont considérés comme de simples pratiques ou applications de voies secondaires. À certains égards, tous les termes de ces débats sont restés à peu près similaires depuis, comme en témoigne le concept des 4 modernisations de Deng Xiaoping dans les années 80, agriculture, industrie, sciences et technologies et armée-défense. Ce sont les simples pratiques. Cependant, une question reste controversée. La récente approche chinoise de la modernisation est-elle également moderne dans le sens de parvenir à une bonne gouvernance au sens universaliste du terme? Alors, il faut compter sur le millénaire chinois. Les Chinois n'ont pas ratifié le pacte de 1996 de l'ONU entièrement, à l'exception des droits sociaux, économiques et culturels. Les droits civils et politiques seront ratifiés lorsqu'ils estimeront que la pauvreté absolue sera vaincue. L'accès au niveau d'éducation requis dans les zones rurales, et ceci dans une extrême diversité sociale, économique et civilisationnelle, comme le montre cette énorme carte chinoise.
La présence d'importantes minorités ethnoculturelles, parmi lesquelles ont émergé des politiques identitaires fondamentalistes agressives, ne peut introduire une démocratie si le pays souhaite maintenir sa stabilité. Cependant, la Chine, sur 2 millénaires, a maintenu la paix, l'unité, la stabilité intérieure au moyen d'une mode de gouvernement autoritaire, centralisé, bien que modéré et inclusif, centré sur les résultats. Aujourd'hui, on peut noter un retour au nationalisme, un retour de la pensée marxiste, le tout baigné fortement de confucianisme, dans lequel le pluralisme politique, la diversité des opinions politiques et culturelles est principalement issue des universités, principalement universitaires. Alors la dichotomie entre régime démocratique et autoritaire est trop radicale. Les institutions occidentales, bien qu'elles respectent plus ou moins bien les normes d'élection formellement libres, échouent souvent à produire des résultats lorsqu'il s'agit de critères tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité sociale, la justice éducative et la fourniture de biens et services publics qui sont bons. On notera par exemple que les États-Unis n'ont pas ratifié le pacte de 1996 de l'ONU. D'un autre côté, certains pays non occidentaux importants ne répondent pas aux normes occidentales. En ce qui concerne les intrants du processus politique, mais tout en restant remarquablement proche des normes de bonne gouvernance en ce qui concerne les résultats. Tout comme la démocratie, un régime antilibéral ou autoritaire peut prendre des formes très différentes et produire des résultats très divergents, selon Vassilieva et Lehmann, écrit en 2020 dans le journal de l'économie politique européen, paru chez Elsevier. Faisons un petit tour des comparaisons des différentes modernisations. Eh bien, la Chine, c'est une autorité politique qui est institutionnalisée et exercée de manière à permettre aux élites responsables de poursuivre des politiques d'inclusion sociale et économique évidentes, et de tenter de réaliser le bien commun du pays dans son ensemble sur une longue période, le fameux millénaire chinois. Le tiers-monde, un tiers-monde avec une politique exclusive, eh bien ce sont les régimes autoritaires exclusifs. Ils ont pour cadre formel des élections générales qui n'est qu'un moyen d'assurer les avantages du clan, d'un régime parlementaire, d'un dirigeant. Ils négligent gravement les intérêts sociaux et publics des biens, tels que la sécurité publique, l'état de droit, les infrastructures, l'éducation, la santé et la sécurité sociale. Ce sont donc des dirigeants qui profitent d'un pays et ce sont les seuls à tirer profit de ce pays. Le tiers-monde inclusif, ce sont les régimes également autoritaires, mais dits inclusifs. Ils s'appuient sur des normes, des valeurs traditionnelles, des cultures, pour légitimer leur pouvoir et leur action gouvernementale. Mais ils fournissent des services à l'ensemble de leur société pour éliminer la pauvreté, élever le niveau de vie, garantir la fourniture de services sociaux, aide sociale, accès à l'éducation. Alors l'Inde est présentée comme l'alternative démocratique face à l'autorité politique chinoise, mais elle présente des circonstances douteuses, notamment au niveau du pluralisme, dans lesquels le libéralisme, la tolérance et le principe de l'égalité des droits pour toutes les religions sont de plus en plus restreints dans la vie publique et dans les universités, et ce depuis que Narendra Modi a accédé au pouvoir politique. Alors pour les pays en développement, pour de nombreux pays en développement, la modernisation est un processus ouvert d'essais et d'erreurs, la découverte progressive de ce qui convient le mieux au pays. Il est façonné par les élites politiques qui dominent le processus politique et par ce que permettent la qualité des médias et de la société civile. On pourrait prendre par exemple l'Argentine. Alors, les affaires russes. On a une idéologie culturelle fabriquée et colportée par la Russie sous Vladimir Poutine. C'est une toute autre affaire. On a la vision d'un président d'un monde russe enraciné dans des valeurs eurasiennes fondamentales entre l'Europe et l'Asie, inculqué religieusement, et sa mission autoproclamée d'inclure tous les Russes vivant actuellement dans les pays voisins sous son parapluie de protection, et qui a révélé un potentiel agressif dans une guerre aventureuse et imprudente avec l'Ukraine.
Face à ces distorsions russes, on peut se poser la question, le droit propre des civilisations a besoin de quelques clarifications cruciales. Les identités culturelles des temps modernes ne peuvent pas en soi et directement être utilisées pour légitimer le pouvoir politique. Toutes les cultures sont inévitablement des espaces de discours ouverts, intrinsèquement contestés et donc dynamiques dans lesquels divers milieux sociaux et politiques rivalisent pour la domination interprétative, comme le cite le philosophe indien Amartya Sen en 2006. Alors pour revenir aux cultures et leur développement, bien les cultures ne peuvent se développer que selon leurs propres conditions et en accord avec la manière dont les générations successives les pratiquent dans leur monde de vie. Les possibilités de développement et de pratiques culturelles doivent donc être protégées. Les droits fondamentaux doivent être mis en place pour que la culture ne se transforme pas en idéologie imposée. La culture d'une société n'est pas ce que proclament les dirigeants politiques, mais c'est ce qui se vit dans la vie quotidienne de ces grands milieux. Un dialogue des cultures est donc un élément essentiel pour construire un rôle légitime pour les civilisations dans l'arène politique mondiale. En conclusion, une nouvelle guerre froide n'aide pas à définir le rôle de l'Union européenne dans la politique mondiale, car cela suggère l'hostilité, la division, voire la défaite finale. Une impasse risquée, comme le signale le célèbre historien anglo-américain Niall Ferguson dans son dernier livre « La politique de la catastrophe » paru en 2021. Il a une analyse profondément pessimiste qui prévoit le déclin de l'Occident, en particulier celui des États-Unis. Prétendument parce que ses énergies socio-morales ont été tellement épuisées qu'il ne peut pas maintenir intactes ses institutions politiques et économiques prétendument supérieures. L'idée de triompher par la force brute thucydidienne, car ma supériorité se limite de plus en plus à mon armée. Cependant, dans ce cas, ce ne serait pas la civilisation occidentale qui triompherait, mais seulement ses systèmes d'armes, ses sociétés d'armement, comme ce fut le cas dans les relations de l'Occident avec la Chine au XIXe siècle. Il n'y a pas donc de dialogue. Alors évitez la politique de la catastrophe. Il est certain que l'Union européenne est et restera un pilier de l'Occident, tant sur le plan culturel que politique, et la plupart de ses États membres resteront ou deviendront des membres fidèles de l'OTAN, mais tout cela n'est pas synonyme d'allégeance automatique aux États-Unis. Ça dépendra aussi de la politique américaine. Cela nécessite plutôt une coopération amicale entre partenaires autonomes. Comme l'a dit un jour l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, le meilleur ami, mais pas le béni oui-oui. La prise de conscience naissante de la persistance indéracinable des modernités multiples suggère la possibilité d'un nouveau dialogue multilatéral, bilatéral et interrégional, par exemple entre l'Union européenne, l'ASEAN ou l'Union africaine, qui pourrait combler le fossé grandissant entre la rhétorique et la réalité, et offrir à toutes les parties la possibilité de rendre compte des fondements culturels de la manière dont elles interprètent et appliquent les droits de l'homme dans chacune de ces parties. L'espoir des cultures, c'est entamer un nouveau dialogue sur les droits de l'homme, auquel participeraient des représentants de toutes les civilisations, pourrait simultanément contribuer à prévenir une escalade de la guerre froide naissante. Ces objectifs devraient figurer parmi les principaux objectifs de la politique étrangère de l'Union européenne dans les décennies à venir, souhaitons-le, pour associer les cultures et les modernités entre les différentes civilisations, pays et milieux. Alors, pour en savoir plus, je vous recommande de lire l'Union européenne et la Chine, puisque les propos de cette vidéo sont issus de l'ouvrage du professeur émérite de sciences politiques Thomas Meyer de l'Université technique de Dortmund en Allemagne et du président José Luis de Sales Marquez de l'Institut des études européennes de Macao en Chine. Les références bibliographiques sont donc chez Routledge, paru en 2024. Je vous remercie de votre attention. Merci.